Merci à toutes et tous déjà pour cette invitation, parce que je suis ravie de participer ainsi au lancement de ce Forest in Lab. Je me réjouis de cette création. Je remercie aussi les invisibles qui sont connectés, qu'on ne voit pas. C'est une relation un petit peu étrange, mais c'est bien qu'on puisse aussi communiquer par ce biais. Alors j'ai été interpellée pour évoquer aujourd'hui la symbolique de l'arbre. J'avoue une formulation qui m'a laissé un peu perplexe parce qu'elle est singulière et elle pourrait suggérer une symbolique universelle et immuable. Alors je me suis demandé pourquoi. Il est vrai qu'aujourd'hui les débats qui agitent le monde autour des forêts et des hommes sont tels qu'il pourrait être tentant de relayer l'idée d'une importance transidentitaire et transnationale, universalisante de cet objet d'attention qui suscite tant de passion que sont les forêts. Il est vrai également que la facilité de diffusion des théories New Age, l'hypermédiatisation des imaginaires et des particularismes culturels peut tendre à faciliter des emprunts et diffuser des valeurs à travers le monde. Mais pour tous ceux qui ont envie de rêver et de penser à des imaginaires poétiques ou des mythologies forestières, je renverrai plutôt aux travaux de Robert Harrison ou de Jacques Brosse, tels qu'ils ont pu être développés dans les années 90. Parce que de mon côté, je vais me limiter à une approche plus restrictive qui consiste en une approche des usages sociopolitiques des arbres et des forêts et de leur portée symbolique, tels qu'ils se sont développés dans notre histoire de France et leur incidence aujourd'hui. Alors, une petite précision quand même avant de continuer. Dans l'emploi du terme symbolique en anthropologie, puisque tout le monde n'est pas anthropologue, alors, je l'utilise dans une acception qui est inspirée des travaux de Claude Lévi-Strauss et de Daniel Fabre en particulier, qui en ont délimité la portée culturelle. Alors, je précise qu'il ne s'agit pas d'envisager une pensée figurative et abstraite totalement décontextualisée, mais bien de saisir des liens taxonomiques, des oppositions entre des représentations, leur ordonnancement les uns par rapport aux autres, qui peuvent être explicatifs d'une cohérence générale. Saisir des rouages symboliques, c'est ainsi une manière d'accéder aux fondements structurels d'une culture humaine. Alors, ces représentations se logent un petit peu partout, dans des manières de dire, des manières de faire qui n'ont l'air de rien, dans des détails d'une mise en ordre formelle, et en l'occurrence ici, dans les représentations, les perceptions, les sensibilités, les aménagements forestiers, et dont tout un chacun peut avoir fait l'expérience de manière très diverse. Alors, la place des arbres dans la vie de notre société est très ancienne, en particulier par le biais des plantations d'arbres. Je passerai très rapidement dessus, sur ce balisage historique qui va des arbres de naissance des puissants à leur démocratisation plus récente depuis les années 70 à l'initiative des laboratoires Gigose. L'arbre, dans ce cas, de la naissance, marque une recomposition familiale, le changement des places des individus les uns par rapport aux autres, et l'être vivant qu'est l'arbre grandira comme l'enfant nouveau venu, trait qui joue donc en faveur d'une vision anthropomorphique des arbres. L'arbre est aussi support de représentation des liens familiaux sous la forme de l'arbre généalogique que tout le monde connaît. Mais on trouve aussi ce qu'on appelle les arbres de la liberté, totem d'un groupe réuni autour d'une présence publique de l'arbre dans une tradition cette fois héritée de la Révolution française. Et il y a aussi des arbres sans racines qui, eux, font écho au traditionnel arbre de mai. Notons qu'entre ces arbres avec et sans racines, la portée n'est pas la même. Les arbres sans racines ont été coupés dans le sol et on met en terre seulement leur tronc qui va être enfoui dans le sol. Ils vont donc se dessécher rapidement et être finalement retirés dans l'année qui suit leur mise en terre. Et donc, comme le message qu'ils sont chargés de transmettre, ils sont voués à disparaître. Leur décor participe en effet à une critique sociale des sujets qu'ils désignent. L'arbre est dans ce cas l'instrument d'une pensée communautaire et qui permet à un groupe finalement de s'ausculter et d'évaluer ses propres membres périodiquement. À s'aimer sans racines, on peut opposer ceux avec les arbres avec racines, qui sont eux plutôt le symbole d'un État qui doit perdurer, ces arbres de la liberté enracinés, qui sont de taille modeste au départ, mais qui vont croître et survivre aux individus qui les auront plantés.
Cette fois, ils sont plantés pour signifier une valeur, la liberté, supposée universelle et éternelle. Ils sont en quelque sorte des archives vivantes qui donnent à voir la pérennité du groupe. Leur vitalité permet par conséquent d'incarner la continuité d'un collectif. Et j'ai oublié de vous faire passer toutes les images. Excusez-moi. Je passe très vite. Alors, le développement des plantations symboliques et leur usage politique s'inscrivent dans cette mise en visibilité d'un consensus unificateur tel que la destruction du parc de Château de Versailles l'a mis en scène après les tempêtes de 1999. À cette occasion, adopter un arbre est devenu possible. Et comme j'ai eu l'occasion de le démontrer par ailleurs, les plantations symboliques qui ont été organisées dans le parc ont permis de rendre visible l'adhésion à une cause commune que chacun pouvait s'approprier à sa manière, révélant des enjeux identitaires à la fois à l'échelle de l'intime, de la vie privée, mais aussi du collectif. Ce type de plantation s'est poursuivi bien plus largement et il est aussi approprié par le pouvoir politique qui s'approprie les symboles attribués aux arbres, comme ici Édouard Philippe qui plante un pommier à l'occasion de son arrivée à Matignon, donc clin d'œil à la fois à Jacques Chirac et à son territoire de naissance. Alors, les disparitions des arbres attisent bien souvent des désaccords. Ces désaccords se sont manifestés de façon parfois violente depuis les années 90 avec la montée en puissance des mouvements des éco-warriors ou des éco-guerriers, comme cela a pu être le cas en forêt de Fontainebleau. Mais on voit aussi ces arbres présents dans nombre de mouvements protestataires, comme par exemple ce fut le cas à Istanbul avec le parc Gezi dans les années plus récemment, qui en est un autre exemple, et qui a conduit finalement à des affrontements considérables, qui a amené les journalistes à parler de révolution. En France, les protestations sont aussi fréquentes autour en particulier des abattages, et depuis les années 90 et la mobilisation collective qui avait suivi l'abattage d'arbres, de marronniers dans le cadre d'un aménagement d'une station de tramway qui ont été expulsés violemment, font qu'aujourd'hui, il n'est guère de communes en France qui puissent se targuer de ne pas avoir eu une affaire d'arbres et d'avoir des platanes ou des marronniers coupés sans difficulté. Mais la conflictualité dépasse la gestion de l'arbre, puisque ce sont aussi les forêts qui sont désormais sur le devant de la scène. Leur devenir interpelle tout un chacun, déborde largement nos frontières. Le groupe d'histoire des forêts françaises a d'ailleurs consacré cette année même une journée d'études sur ce thème, et il faut dire que l'afflux des contributions en a été plus d'un, ce qui révèle de manière assez évidente que la question pose question justement à beaucoup de monde aujourd'hui en France et dans le monde. L'idée d'un désordre écologique peut expliquer une tension de plus en plus vive autour de la question du bien-faire forestier, mais n'y a-t-il pas aussi des enjeux symboliques qui peuvent expliquer ces tensions? Alors, le premier que je verrai tient à la place de l'arbre et des forêts dans la nature. On assiste à une sorte de renversement du fer. L'arbre, et avec lui les forêts, incarnent à lui seul la nature dont il est emblème en Occident. La sylve apparaît comme un des derniers remparts d'un monde sauvage, supposé exempt des empreintes de la civilisation et donc de ses travers. Mais on peut aussi se demander pourquoi, alors que travailler la nature a justement été un indice de civilisation, à travers en particulier l'art des jardins, et donc du pouvoir de l'homme, de son élévation au-dessus de toute entité naturelle, pourquoi ce pouvoir-faire avec la nature est aujourd'hui aussi contesté. Il est à ce propos un renversement qui est peu considéré et qui concerne l'action exercée sur la nature elle-même. Alors, rappelons avec Michel Foucault que l'invention de l'homme avec un grand H est finalement relativement récente, elle date du XVIIIe siècle et elle va justement de pair avec celle de l'invention de la nature, les deux étant pensés dans notre société par opposition.
Donc l'art du faire, ancré dans l'art des jardins de diverses manières, peut l'être sous la forme de dompter la nature, comme dans le cas des jardins classiques que vous voyez là, ou dans l'art de fabriquer du sauvage pour la tradition des jardins à l'anglaise. Donc les liens entre nature et les hommes entrent dans la réflexion scientifique naissante au XVIIIe siècle, et le paysage, ce pays, territoire des géographes, façonne les humains qui y habitent. À chaque terroir, en quelque sorte, il y aurait ses habitants avec des caractéristiques locales. Donc c'est la grande époque des ethnotypes et des théories raciales et évolutionnisme, et on envisage une sorte de déterminisme du sol, le sol permettant d'expliquer les traits de caractère des humains qui habitent dans ces endroits. Mais le XXe siècle viendra rebattre les cartes de tout cela. Le racialisme est remis en cause et l'anthropologie s'oriente à partir de là vers un relativisme beaucoup plus prudent. Et l'autre, qui était autrefois vu comme un primitif, devient un être à part entière, et l'observation minutieuse des cultures dites primitives démontre finalement qu'elles sont très complexes elles aussi. Entre-temps, la forêt est devenue le poumon vert de la planète grâce aux découvertes de la photosynthèse. La Seconde Guerre mondiale fait entrer aussi, joue son rôle en faisant entrer l'agriculture dans une logique industrielle et crée là un autre clivage en opposant deux modèles de gestion des ressources naturelles, le modèle traditionnel et néo-rural qui valorise la communauté et le modèle industriel qui met en avant le potentiel individuel. Ceci s'accompagne d'un autre renversement du fer. Ce n'est plus la nature qui fabrique l'homme, mais l'homme qui devient le destructeur de la nature. Alors, pour illustrer ce PowerPoint, je me suis laissé livrer à une petite exploration avec mon moteur de recherche Google de l'association du terme détruire et nature. Et les illustrations que je vais vous montrer sont particulièrement portantes pour voir quelles sont les 6 premières images qui arrivent dans ce référencement. Alors, détruire la nature, vous le voyez, c'est envisager des arbres, des forêts. En détruisant la nature, l'homme détruit les ressources nécessaires à sa propre survie dans une forme de suicide collectif. Dès lors, avec ces destructions, se pose bien sûr la question du bien faire. Comment peut-on bien faire avec la nature? Et c'est la question aussi d'une patrimonialisation qui peut être vue comme un outil de conservation de ce qui est menacé de disparition qui se pose dès lors. Donc j'en arrive au dernier terme de mon analyse, celle de la valeur patrimoniale de la nature. Alors dans les années 80, on voit une extension du champ patrimonial en tant qu'objet culturel qui amène à considérer l'attention accordée à la nature comme un nouveau patrimoine récent. On parle alors de patrimoine vert, expression proposée par Françoise Dubost, qui s'appuie sur l'engouement pour les jardins et le végétal qui devient l'objet d'une attention nouvelle. Françoise Dubost, je cite, parle d'une éclosion de formes nouvelles de sensibilité à la nature et au passé. La foresterie française entérine cette nouvelle valeur puisque c'est aussi peu après qu'est créé le label Forêt d'exception qui met en avant aussi les caractéristiques culturelles des forêts. Alors, voir dans le patrimoine naturel un produit du patrimoine culturel me semble toutefois quelque peu abusif, puisque c'est aussi oublier l'irruption de la culture dans le champ patrimonial lui-même est liée justement à l'émergence d'un regard plus ancien porté sur la nature. Alors, en revenant sur la notion de patrimoine, il faut rappeler que le système successoral en France implique la transmission des biens de la famille d'une génération à l'autre et que sous l'Ancien Régime, cette transmission implique un lignage patrilinéaire
et se superpose à celle d'un territoire, donc la seigneurie. Cette transmission du père au fils se retrouve elle-même dans l'expression même du terme de patrimoine. Or, vous le savez aussi, la politique d'aménagement du territoire, centralisée et codifiée par des principes généraux, est née au moment même où s'invente en France l'État-nation et les emblèmes culturels qui vont avec le pouvoir qui se met en place, en particulier à Versailles. Si la recherche sur le patrimoine au sens culturel et de bien commun est vue comme une invention de la Révolution, cela n'a été en fait possible que parce que bien avant, à la période classique, penser le devenir d'une ressource, organiser sa gestion pour les générations futures était devenu possible. Cette vision d'avenir, principe d'une vision patrimoniale, et qui implique donc une sauvegarde au présent pour une jouissance future, rappelle, j'imagine, immédiatement aux forestiers qui sont là, les principes de base de la reformation forestière mise en œuvre par Colbert. La gestion patrimoniale, vue comme préservation du passé, est donc avant tout réflexion du présent au présent d'un futur. Pour ce faire, différents principes s'affrontent s'agissant des forêts. Il peut s'agir de prôner une meilleure plus-value des produits, prôner un renouvellement continu des parcelles, une optimisation des interventions ou une écologie des milieux. Il peut y avoir aussi des divergences techniques, sylvicoles ou économiques, gestion des coûts, des risques, des investissements pour des recettes futures. On peut faire le choix d'une futée régulière ou irrégulière, d'espèces ou de modes de culture garant d'une récolte à court terme ou à plus long terme, d'une régénération naturelle ou artificielle. Tout ceci révèle aussi qu'à chaque époque, chaque société ou culture retient certains principes du bien-faire en forêt. Mais cette question du bien-faire se pose aujourd'hui avec une acuité d'autant plus forte que la crainte de voir disparaître les forêts est solidement ancrée dans l'idée d'une conservation et les principes même de la conservation impliquent, eux, justement, de ne rien faire. Donc, ceci m'amène, pour conclure, à préciser ce que j'entends par objet d'affection appliqué à la forêt en général et aux arbres en particulier. Un objet d'affection, à l'échelle individuelle, implique un contact avec un objet. On le touche physiquement et il nous touche en provoquant une émotion. De même que l'expérience sensible d'une forêt, qui est un mélange d'odeurs, de ressentis kinesthésiques, d'appréhension visuelle et corporelle, mobilise d'autres expériences affectives qui peuvent être ancrées dans l'enfance, que ce soit par le souvenir de promenades familiales, de contes de fées ou d'autres découvertes culturelles. La forêt touche aussi les individus que nous sommes finalement tous. Donc, s'agissant de petits objets domestiques que l'on a chez soi, la découverte de ces objets fait naître une émotion qui justifie leur conservation. Mais s'agissant d'une forêt, la démarche est à peu près la même, l'émotion suscite une forme d'attention qui est similaire et qui enclenche bien sûr un désir de protection, autrement dit un engagement pour éviter la disparition de ces forêts. Donc, on le voit, pour penser et se penser eux-mêmes, les humains ne peuvent faire l'économie de la présence physique des choses, présence qui, par affordance, par une forme de réaction en fait à ce contact sensible, fait de ces choses sensibles des choses qui finalement agissent les individus et les humains qui y sont confrontés. Donc, il y a une véritable force des forêts qui va en ce sens et qui est d'autant plus importante que, comme l'a démontré Yvonne Verdier, elles sont la clé d'un passage socio-biographique important. S'appuyant sur l'analyse des contes, l'auteur montre que ce passage en forêt est essentiel. Aucun retour en arrière n'est possible et ce passage physique, le déplacement dans la forêt, se superpose à un autre passage qui est lui socio-biographique, avec l'accès pour les hommes à la virilité ou à la féminité pour les femmes,
Autrement dit, la possibilité d'avoir une nouvelle prise sur le monde et d'agir sur le monde. Je cite Yvonne Verdier, elle dit « Le passage en forêt va révéler aux êtres les grands traits de leur destin et c'est en cela qu'il a une portée initiatique. » Donc, penser la forme d'une forêt, ses éléments constitutifs, renvoient de la même manière à la possibilité de penser le devenir même des sociétés qui les désirent et qui pensent leur présence. Donc, penser l'avenir des forêts, c'est aussi penser le futur d'une société que l'on souhaite bien sûr toujours meilleure. Et comme invite à le faire la proposition d'Edward Ocon, il importe de saisir la manière dont les forêts interviennent dans un dispositif qui est un véritable dispositif identificatoire bien plus vaste, et donc à penser de quelle manière leur présence, à travers des façons de percevoir, peut infléchir une vision du monde. C'est donc parce que les perceptions forestières sont étroitement liées à ces visions du monde que la transformation des forêts, et donc l'agir sur la forêt, est aujourd'hui un sujet, à mon avis, aussi sensible. Voilà, je m'arrêterai là pour laisser de la place pour les questions et je vous remercie de votre attention.